Amis aficionados, bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission de Noir et Blanc, une émission spéciale légende de la course camarguaise. On va parler de l'une de ses plus grandes légendes, c'est forcément un taureau, et c'est du taureau Vovo que l'on va parler ce soir. Jackie, merci d'être là. C'est un taureau que vous avez bien sûr parazoté, c'était quelques années, voire quelques dizaines d'années avant que vous ne démarriez votre carrière, tout comme Gérard Muscat. Bonsoir, merci d'être là, et l'un de vos prédécesseurs en piste, en blanc, qui est habillé comme un petit poussin ce soir, Gérard Martin. Vous avez plus que rasoté Vovo, puisqu'il vous a souvent d'ailleurs blessé à la barrière. Vous êtes là pour en parler. Ça va, Gérard? Ça va très bien. Bon, ça se voit. Vous faites pas du tout vos 84 ans sur ce plateau de TV Sud. Face à vous, on a mis les deux manadiers. On aurait pu en mettre un troisième. On y reviendra tout à l'heure sur l'histoire de ce taureau de légende-là. On aurait pu avoir Marcel Reynaud, par exemple, sur ce plateau. Mais on a Henri Laurent. Merci d'être là, bien sûr, la manade de Laurent. Et Pierre Aubanel, la manade Aubanel, puisque le taureau était de l'élevage Aubanel. Et c'est votre papa, Paul, qui l'a drivé tout au long de sa carrière. Et quelle carrière que ce taureau de Vovo, avec Mathieu Arnaud qui est là, notre ami caméraman de TV Sud, mais aussi réalisateur de films, puisque Mathieu, avec votre frère Gilles, vous avez sorti le DVD de Vovo, dont on a pioché quelques images. D'ailleurs, on va aller tout de suite y faire un petit tour. Les origines de Vovo, expliquées justement par quelqu'un qui n'est pas là sur ce plateau, c'est Marcel Reynaud. En fait, ce fut en 1943, lors d'une arrivade à Beauvoisin, que l'histoire de Vovo a commencé. Le Justin Bonafous, le bail à l'époque de gardien de la manade, a eu l'idée, pour récupérer les taureaux qui s'étaient échappés, d'amener 2 ou 3 vaches, vous voyez, pour les rassembler, pour les ramener. Et c'est à ce moment-là qu'ils sont arrivés à ramener les taureaux, mais il a manqué une vache à l'appel. Et cette vache, Gypsy, c'est cette vache qui s'est échappée, qui est restée, elle est restée longtemps dans les bois au bord du Petit Rhône et tout ça, et voilà qu'un beau jour, elle s'est ramassée à la manade de Reynaud. Tout le monde voulait faire la fête à ce moment-là, en 1942. Et vous savez, c'était en 1943. Et les gens avaient envie de faire la fête, alors toujours fête des vendanges là devant, et on m'a amené, et le soir à la bandide, Gypsy est parti. Comme c'était le mois de septembre, fin septembre, fête des vendanges c'était fin septembre, il fait vite nuit, ils ont perdu Gypsy, elle se rendra, elle viendra au Kellar, elle viendra, demain elle sera au Bouao, puis elle n'a pas été au Bouao, elle a été dans Capette. Entre le hasard, je dis toujours le hasard, parce que le hasard fait bien les choses. La vache qui avait échappé de Beauvoisin, enfin bref, elle était venue atterrir dans les marais de Capette. On appelle ça les marais de Capette, mais c'est les marais de la Fosse. C'est immense, c'est les marais des Prados. C'est toutes ces marais qui sont groupés, on appelle ça les marais de Capette. On appelait ça le réservoir à taureaux. Tous les taureaux qui échappaient, qui ne s'arrêtaient pas dans les prés du Kellar, venaient tomber dans les marais de Capette. Et là, c'est plein de monde. Je vous les citerai partout, de Capette, de Clairefarine, Beauregard. Et je sais, moi, les Prados, la Fosse, c'est plein de chasseurs là-dedans. Et comme c'était en 42, 43 ou pour manger, eh bien, ils sortaient pas une bête vivante. Les chasseurs les tuaient, puis les mangeaient. Et Gypsy a eu la chance de s'en tirer. Et puis, elle est venue au Camadou, où j'étais en train de regarder. Moi, c'était 11h du matin, peut-être. Elle est arrivée là. Elle est arrivée j'ai vu arriver cette bête seule, comme ça, du mas de l'abbaye, ou son mas de maintenant. J'ai vu arriver cette bête seule, mais je dis, mais c'est pas notre ça, il n'y a rien de notre là-bas. D'où ça sort ça? Et puis quand elle est arrivée, bien entendu, je la connaissais. On était tout le temps mélangés avec le Grenelle. On avait passé un an de guerre mélangés. Enfin bon, je connaissais toutes les bêtes de Grenelle, mon frère après, d'ailleurs. Et c'est Gypsy, elle me passe devant, là, et bien entendu, ce qui devait arriver arrive. Oui, Provence, c'était un taureau à nous, qui était entre autres le frère de Colonial. Colonial a fait partie de la Royale avec Régisseur. Bon, alors, mais Provence avait déjà 4 ou 5 ans de plus que Colonial.
Provence s'en est occupé, mais devant moi, il a sailli Gypsy. C'est Casimir Reynaud qui a fait les escoussures. Donc il faut dire un grand merci aux Reynaud d'avoir escoussure un taureau qui n'était pas eux. Alors qu'ils auraient pu en profiter. Et je crois que la famille Aubanel peut leur dire, je répète, peut leur dire un grand merci. Il est venu la chercher que lorsque, c'est peut-être 8 mois après, alors que la vache avait été couverte par un tau, le province de Reynaud, et c'est quand la vache a mis bas qu'à ce moment-là, on peut dire par honnêteté, que les Reynaud ont dit à Aubanel, viens quand même. Alors Pierrot, on le voit, c'est finalement une bizarrerie génétique de mélange entre deux manades. Et puis aussi, c'est l'année où votre grand-père, le marquis de Baroncelli, est décédé, oui, que Vovo est né. Il est pas né en à peu près, oui, 43, 44. Et à peu près, oui, à ce moment-là, au moment du décès de mon grand-père. Mais enfin bon, tout ça, c'est... Il y a quand même une ambiguïté sur ce moment-là, parce que on le voit, il dit toujours 42, 43 dans le film. À plusieurs reprises, il doute un peu de la naissance de vos, les Reynaud. Oui, oui. Non, il a douté, si tu veux, il a douté sur l'année. Et puis il s'est repris tout de suite, comme on peut douter. Mais après, il disait, ouais, parce qu'il pense qu'il est né en 43, alors que vous dites qu'il est né en 44. Non, il n'est jamais né en 43, il est né en 44, au mois de décembre, veille de Noël. Il y en a qui ont dit le jour de Noël. Bon, ça fait bien, d'accord. Oui, ça c'est pour la légende. Mais il n'y avait personne. Il n'y avait personne pour assister Gypsy. C'est difficile de pouvoir... Et le nom de sa mère aussi, parce qu'on dit toujours on dit Gypsy, alors que c'est Gyptis, non? Gyptis. C'est Gyptis. Donc c'est celle qui a créé la ville de Marseille, non? Avec Protis, non, je crois. Oui. Ça. Le déesse de l'Antiquité. Les Reynaud, je pense qu'on peut se baser sur ce que Marcel a dit, parce que eux, avant, les gardiens ou les manadiers, on connaissait les bâches, on connaissait les étalons, on suivait tout ça de très près. À l'heure d'aujourd'hui, c'est très différent. Vous savez que pour voir exactement la génétique, il faut réellement avoir les vaches dans un clos et puis savoir quel est l'étalon. Mais souvent, il y a des problèmes. Mais à cette époque, Marcel nous a dit que c'était donc cet étalon qui avait monté Gypsy, et je pense que c'est une bonne chose. On est content, on est heureux, et puis de voir que... Un étalon qui s'appelle Provence et qui monte une vache Gypsy, quoi de mieux que l'emblème de la Camargue qui est devenu Vovo, finalement. Ça, c'est vrai. Mais Marcel a raison quand il dit le hasard. Effectivement, il faut un peu de hasard. Beaucoup de chance. Et puis la rencontre de deux hommes, je dirais presque de trois, parce que son grand-père venait de mourir, son père, c'était la guerre, ils se sont rencontrés avec Paul Laurent, et l'ensemble a fait que Vovo, on en parle encore aujourd'hui. Alors on en parle, mais Pierre, on va regarder quelques images, parce que Vovo, finalement, ça s'écrivait pas du tout comme ça au début, et on va comprendre pourquoi Vovo, puisque c'est vous qui l'avez baptisé. C'est là que mon père me dit avec mon frère, il me dit, mes enfants, tiens, aujourd'hui je suis décidé. Vous allez choisir chacun un veau. Ah bon, mais il dit, mon père, tu es gentil, merci. Mais enfin, c'était pour nous faire plaisir, quoi. Et donc il dit à Folco, comment tu vas baptiser ton veau là? Tiens, celui-là, c'est une bonne vache, là. C'est des scorpions ou enfin, c'était de vaches qui est de bonne race. Enfin, il dit, je le baptiserai Folco. C'est mon prénom. Oui. Et moi, il me dit, toi, comment tu veux le baptiser? Alors là, tu veux pas je ne sais pas, moi. Alors, à un moment donné, j'ai dû dire veau, tu sais, comme en pensant au veau, sans imaginer que mon père retienne le veau. Et puis, donc, il a dit, je baptiserai, j'ai baptisé. Alors, c'était le veau de la Gypsy, cette fameuse vache qui était chez Reynaud. Et il m'a dit, tu t'es pas trompé, c'est une bonne vache. On l'a amené au centre, à cheval, en arrivade, qu'il avait 2 ans. Il était costaud quand même. Il avait 2 ans, on l'a amené au centre, parce que Aubanel voulait à tout prix l'entraîner au centre. Voilà, il voulait qu'il fasse sa première rencontre au centre, parce que c'était un produit de Gypsy, parce que ça allait être un monstre, ça allait
Et alors, c'était vrai, ça allait être ça. Et il est sorti, bien entendu, là, dans on peut dire, le fief de la bouvine de l'époque, c'est-à-dire le Languedoc, autour de Saint-Laurent-de-Gouze, du Quélard, vous voyez, de Saint-Geniès-des-Mourgues, de tout. Enfin, ce noyau qui, à l'époque, était resté vivant dans la bouvine, malgré que c'était une période après la guerre où les gens avaient plus tendance à aller s'amuser, vous voyez, à aller courir dans les votes, dans les balles, dans les choses, que de venir au taureau. Et c'est la raison pour laquelle Vovo est sorti dans les premières années dans ces places. Il est sorti très jeune en course, vous voyez. Une pensée pour Laurent Heim, Mathieu, que vous avez interviewé pour la réalisation de ce film, sans doute quelques mois avant qu'il décède. Il est décédé malheureusement il y a quelques semaines. Un grand hommage parce qu'il nous a vraiment aidé pour le film. Ça a été quand même... Et surtout, il m'a donné tous ces papiers qu'il avait là. De toute l'histoire de Vovo, quand même. C'est vraiment un hommage. Figure et surtout une mémoire de la Camargue s'en est allé avec Laurent il y a quelques semaines de cela. Donc on le voit, Pierre, Henri, il naît chez Reynaud. Après Reynaud vous rend la vache avec le veau qui était né chez eux. Mais à l'époque, quand il y avait des abrivades à faire, des fois vous prêtiez des bêtes. Et on voit que finalement Vovo a fait ses premières sorties face au public en abrivade à l'âge de 2 ans. C'est-à-dire que mon père avait pas un troupeau quand même assez important et quand il avait besoin de bétail, toutes les bêtes y passaient parce qu'on a amené des taureaux de 2 ans comme Vovo, on a amené aussi des vaches parce qu'il faut penser que les vaches aussi étaient amenées dans les villages à cheval et donc c'était une habitude et les Reynaud étaient venus, ont donné la main pour mener ce taureau qui déjà était assez exceptionnel parce qu'il a donné des difficultés et puis il raconte qu'il il a renversé un photographe et il voulait voir la photo, il l'a vu de près. Mais c'est vrai que c'est qu'un taureau tout à fait qui au départ était exceptionnel. Et on voit, vous aviez 7-8 ans à peu près le jour où on vous a demandé de lui trouver un homme. Voilà, moi je me rappelle vaguement, parce qu'à cet âge-là, on se souvient. Puis maintenant, aujourd'hui, Vovo, c'est devenu le grand taureau de tous les temps. Et c'est une belle chose. Et ça nous fait plaisir de voir qu'on en parle aujourd'hui. Alors, comme tout taureau, à l'époque, surtout à l'après-guerre, ça devient un petit peu plus facile, parce que la période a été dure, entre 39 et 45 dans la région, et pour les cheptels et pour les courses camarguaises, puisque pendant de nombreux mois, voire de nombreuses années, il n'y en a pas eu forcément, ou en tout cas c'était compliqué. Les premières courses démarrent vers l'âge de 4 ans. Je crois, on regarde ces images. Un jour, mon père dit, tiens, il a fait sortir ce taureau dans les arènes, je crois, du Quélard. Il y avait Casimir Reynaud qui avait assisté à la course du taureau de 3 ans. Et donc, quand ce taureau est sorti, il a tout bouleversé, il a sauté après l'homme, il a fait une course extraordinaire. Et Casimir a dit, mon père, avait un bon bio, et il ne s'est pas trompé. Le 6 juin 1948, à l'occasion de la journée souvenir du marquis de Baroncelli, au Quélard, on posa une plaque sur la maison de ce grand homme de Bouvines, composé de tous les clubs taurins de la région, avec la Nation Gardiano. Au complet, les groupes folkloriques et les aficionados étaient venus rendre hommage au marquis. Le matin, la brivade qui partait des pâturages fit exceptionnellement 2 fois le tour du village avec les taureaux de la course bien entourés par les gardiens de la manade au Banel. L'après-midi, les arènes furent archicombes, plus de 3000 personnes assistant à la course. La prestation de Vovo fut une grande révélation pour le public. Ce jour-là, le raseteur Petit Jean, qui rencontrait le fauve pour la première fois, parle de lui comme d'un taureau extrêmement agressif. A souligner que Pescalone, le chroniqueur de l'époque de l'Écho du Vidourle, écrivait Vovo, V-E-A-U, trait d'union, V-E-A-U. Il a tellement fait du bruit, il a tellement tout cassé qu'il n'a pas pu le garder en piste. Au bout de 6 minutes, on l'a fait rentrer. C'était un taureau costaud, et il a fait ses premiers pas au Quélard,
où il a cassé les barricades, il a révolutionné un peu. Déjà, on a commencé de parler de lui, parce que tout le monde disait, oh, chez Aubanel, il y a un bio, il y a un bestiau qui est bon, et le bestiau, c'était beau. Voici le plus extraordinaire cocardier que Folco de Baroncelli-Javon a créé pour la fission tout entière. Celui qui est maintenant le dieu de la fission. Henri, on le voit, Vovo très rapidement, hein, vers l'âge de... Donc fait sa première course à 3 ans et des brouettes au Kellar. Il terminera sa carrière au Kellar d'ailleurs. Votre papa, qui était responsable des plus grandes arènes déjà à l'époque, va s'occuper de sa carrière. Comment ça s'est passé? Ça s'est passé que Pierrot vient de le dire. Le marquis est mort à l'automne de 1943. Nous étions en pleine guerre, dans une période trouble. Et bien sûr, Riquette, qui est la mère, et M. Aubanel, hérite de tout ça. Et un jour, M. Aubanel frappe à la porte pour demander à mon père un peu d'aide, ou je ne sais pas trop comment ils ont fait, ils se connaissaient, il y avait rendu service déjà une fois, et c'est à ce moment-là que mon père achète quelques vaches et quelques taureaux. Il avait réalisé une partie de son rêve, c'est-à-dire avoir une manade. Et quelle manade? Celle du marquis de Baroncelli. Bon, il n'en voulait pas d'autre. Mais à partir de là, les choses ont commencé, si vous voulez. Henri Aubanel voulait bien les vendre, mais à condition qu'il reste encore 2 ou 3 ans ensemble, parce qu'il n'y avait pas suffisamment de bêtes. Quand les Allemands avaient besoin de viande, ils allaient au bord des routes, et ils en tuaient une, et puis ils avaient de la viande fraîche. Donc les manades n'étaient pas aussi importantes que ce que l'on était après. Donc ça, je crois que ça a arrangé les deux parties, parce que l'un, Henri Aubanel, a eu des bêtes, et il a continué ses contrats, et l'autre, Paul Laurent, on ne peut pas prendre un lot de bêtes et les mettre où sur le balcon de la villa. Donc ça a duré 2 ou 3 ans comme ça, jusqu'au jour où mon père a acheté les Marquises, et où ils ont fait l'inverse. L'hiver, ils sont venus pendant 2 hivers aux Marquises. Donc ils étaient en collaboration. Et lorsque ce taureau est venu, Henri Aubanel savait qu'aux Marquises, il y avait de bons pâturages, et que là-bas, il ne risquait pas de partir. Au Centre, c'était un peu plus... Ouais, non, mais... Bon. Les Marquises, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est du côté de Salène-Giraud. Hein, donc à l'époque, dans les années 40, voilà. Il fallait un petit moment pour y aller en voiture. Hein. Mon père venait d'acheter les Marquises, il y avait 500 hectares neuves, les taureaux étaient bien, et Vovo est arrivé là-dedans. Et bien sûr, il ne faut pas nier aussi qu'il a été étalon. Et on y reviendra tout à l'heure sur sa descendance. Il a rendu ce qu'il avait mangé. Et je pense que ce qu'a fait mon père à cette époque en mettant le taureau chez Laurent, ça a été la plus belle chose qu'il ait pu réaliser, parce que mon père était manadier, d'accord, mais n'avait pas les terrains, n'avait pas les gardiens, n'avait pas rien pour pouvoir vraiment l'avantager comme il a été aux Marquises. Et ça, je crois que si Vovo est devenu ce qu'il a été, qu'il a de plus en plus, je crois qu'on le doit beaucoup à ton père, à vous, à Manade de Laurent, de l'avoir vraiment mis en position de devenir un très très grand taureau. Et je crois que tout est là, quoi. Jackie, c'est peut-être la première fois qu'on a connu des raseteurs avec des impresarios, etc., mais qu'un taureau avait, à ce moment-là, finalement, un impresario, et pas n'importe lequel, à la personne de votre papa. Tu sais, assez souvent, je dis qu'aux hommes bien nés, la valeur n'attend pas le nombre des années, et mon père, à 39 ans, a eu des taureaux, à 40 ans, il avait des arènes. Il n'a pas bricolé trop longtemps, parce qu'à ce moment-là, il y avait des grandes manades, et c'était beaucoup plus difficile que maintenant pour faire courir, quoi que certains en disent, parce qu'il y avait les mains mises sur des villages entiers. Aigues-Vives, par exemple, c'était Granon. Il ne fallait pas mettre un pied dans Aigues-Vives. Ça l'est toujours, hein. Même s'il y a des lorrains qui passent. Quand même, les arènes sont rouges et verts, même les arènes sont rouges et verts. Et ça, je l'ai connu. Alors, si vous voulez une anecdote, si on a le temps, un jour, alors que tout le monde était en plein boom, quoi, on connaissait Laurent, mais on me téléphone d'Aigues-Vives pour que je mène des taureaux pendant la fête. Alors, la première année, j'ai été surpris.
Et j'ai un peu tergiféré, et j'ai rien dit à personne. Mais ils m'ont dit, mais cet hiver, on se voit. Alors, l'hiver à la bourse, nous sommes vus. Et ils ont insisté, j'ai dit oui. Mais mon père ne le savait pas. Et peut-être un mois après, il m'appelle, et on vivait ensemble, c'est évident, on était bien, on n'avait pas de cachotterie les uns pour les autres. Il me dit, qu'est-ce que j'ai appris? Qu'on va à Aigues-Vives. Alors je lui explique ce que je venais de faire depuis un an. Et il me dit, tu prends le téléphone et tu lui dis qu'on n'y va pas. Ouais. Mais comment? Aigues-Vives, c'est Granon, donc Lafond, on n'y met pas les pieds. Voilà. J'avais tout dit. On y est allé après, mais il y avait ce respect. Et il y avait peut-être beaucoup moins de courses aussi à l'époque pour pouvoir sortir. Il y avait moins de courses, mais enfin, bon. Il n'y a pas ces gardes malades aussi. Le Père aujourd'hui. Le Père Laurent, quand même, c'était un grand gestionnaire. On arrive même à regretter maintenant sa présence. Parce que, bien sûr. Parce qu'à l'époque, il dirigeait tout, toute la Camargue. Franchement, c'était ça. Et souvent, là, maintenant, les gens regrettent. Parce que il arrivait à équilibrer. Parce qu'il y avait le trophée de la fission. Il arrivait à maintenir 2 trophées. Tout le monde y trouvait son compte. Il était extraordinaire. Parce que quand il y avait des grandes courses, il savait qu'il y avait une grande royale. Il allait faire plusieurs courses autour pour justement sélectionner les radateurs. Il savait ce qu'il prenait. Et donc, il se débarrassait un peu de tous ceux qui gênaient un peu, quoi. Vous l'avez bien connu, vous aussi, hein, Gérard? Oui, moi je l'ai connu jeune, je me rappelle... Vous étiez jeune, lui un peu moins. Moi j'étais jeune, 13 ans, il m'avait payé une glace, parce que et je courais pas au taureau encore, je m'amusais aux vaches à mouler. Il y avait eu les taureaux de corrida dans les corrals à Beaucaire, et ils avaient rentré les taureaux par la piste. Et il y avait 2 ou 3 taureaux qui voulaient pas rentrer. Et il me dit, petit, fais un radé de loin. Et j'avais fait un radé de loin, et 2 qui m'ont sauté après. Et alors voilà, il m'a dit, allez, va me chercher une glace et t'en prends une pour toi. C'est là que j'ai connu Paul. Et après, que j'ai connu Paul pendant des années, étant engagé par Paul. Et je peux dire que j'ai des très bons souvenirs. On l'appelait pas le pape pour rien. C'était un homme comme ça. Ça qui a permis à Bobo d'être ce qu'il a été. Depuis, il me l'a rendu parce qu'il m'a payé un café il y a pas longtemps. C'est vrai, vous avez de la chance, vous, alors, parce que pour qu'il paye un café, il faut... Si. Il fallait aller chez lui. Bon, écoutez, on va continuer la suite de Bobo et cette histoire, sa carrière à la piste, et puis Gérard Martin, qui est peut-être sur cette table, la personne qui l'a vu le plus de près. En tout cas, mauvaise posture ou en mauvaise position, mais ce sera tout de suite après ça.